Depuis le 3 février 2008, sa famille est sans nouvelles. On avait accusé le rebelle, mais le grand mystère persiste. Qui sont ces 8 hommes entrés, venus le kidnapper dans sa maison? Le prof Ibni manque à la nation. Monsieur le Président, le silence suffit. Le peuple veut savoir ce que vous avez fait du prof Ibni. L'opinion veut savoir où est le prof Ibni. C'est une chanson contre l'oubli. Une chanson. Si, on le voyait régulièrement quand il venait en France. Et ce jour-là, moi, j'étais pas dit que mon compagnon avait un problème. Enfin bon, c'était un moment de la vie comme ça. J'ai dit à Imni, écoute Imni, quand tu reviens, on prend rendez-vous, je t'écoute et j'écris. Et le problème, c'est que c'était donc en 2007. Il m'a envoyé le 31 décembre 2008. Je t'embrasse, j'embrasse ta famille, paix dans le monde, paix au Tchad. C'est les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, donc c'était le 1er janvier 2008. Et donc j'ai appris après, on devait se voir au printemps, et j'ai appris qu'il avait été enlevé entre-temps. Et ça a été, je me suis vraiment effondrée, parce que j'avais le sentiment d'avoir failli à l'amitié, qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi, qui est au centre de ma vie. C'est un de mes engagements avec l'écriture très important. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu l'entendre, j'ai pas pu être disponible ce jour-là. Et donc j'ai décidé tout de suite d'écrire quelque chose. Alors on me demande est-ce que c'est par culpabilité? Oui, sans doute, je me suis sentie terriblement coupable, mais surtout parce que je pense qu'il faut que moi je suis européenne et j'avais envie de dire quelque chose de cet homme, cet Africain qui avait fait ses études en France et qui avait un esprit extrêmement moderne. Je me souviens avoir parlé avec lui, par exemple, des droits des hommes et de la femme. C'est pas si simple. Je me souviens l'avoir entendu parler de beaucoup de choses. Et j'ai voulu écrire un texte qui soit un texte sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être engagé au monde? Alors moi, je suis engagée en écriture, je suis engagée en amitié. Imni était engagé en politique, il défendait la démocratie, on a parlé de tout ça ensemble. Et je me disais que j'avais envie d'écrire un texte qui dise qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui. Et le titre qui est venu, 2 titres sont venus. Le premier, que vaut la vie d'un homme, parce que je pensais à Imni, mais je pensais aussi à chacun d'entre nous. Quelle est que vaut notre vie, quel est l'essence de notre vie aujourd'hui? Et pour moi, Imni Ouma Mahmoud Saleh, c'est quelqu'un qui était inscrit totalement dans cette question, et sa vie ne valait que s'il défendait son peuple, que s'il défendait la liberté, que s'il défendait la démocratie. Et je crois que toute notre vie doit être orientée vers quelque chose, être marié, avoir des enfants, un bon boulot, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a autre chose qu'on peut défendre. Et voilà, donc l'autre titre qui me hantait, que l'éditeur aimait moins, pardon, j'ai oublié de fermer mon portable, excusez-moi. L'autre titre, c'était « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente ». Et cette phrase, c'est la phrase de Camille Claudel, qui est un créateur, et qui dit qu'il y a toujours quelque chose en elle, comme ça, qui la tourmente. Et moi, ce qui me tourmentait en écrivant ce texte, c'est est-ce que je vais réussir à dire quelque chose d'Imni? C'est pas une bio, j'écrirai sa bio un jour. Ça, c'est pas une bio, c'est mon interprétation de ce que je comprends de son parcours. C'est un texte poétique, avec à la fois des faits réels, et puis aussi à certains moments des métaphores, comme la 4e, par exemple, la 4e de couverture, où je dis des choses de lui à travers la poésie. Donc il y a comme ça tout un périple dans le texte, tout un long parcours. Alors j'ai effacé ce texte au bout de 100 pages, j'ai été complètement effondrée. Et mon compagnon, qui est quelqu'un d'extrêmement calme et paisible, heureusement, quand on vit avec un écrivain, vaut mieux, m'a dit « Mais tu ne crois pas que c'est trop tôt, tu es trop proche de ce qui se passe pour Imni ?» Et j'ai effacé parce que je trouvais qu'il était trop proche d'Imni, que ça n'allait pas. Honnêtement, je me suis effondrée et j'ai recommencé. Et la 2e fois, je trouvais que j'étais très loin et que je bridais mon émotion. Donc la question du texte, c'était arriver à dire quelque chose de l'engagement avec Imni en fil rouge et en même temps ne pas brider l'émotion. Et c'était pas simple à faire. Donc j'ai mis 2 ans et demi, c'était long, très très long. L'éditeur qui a décidé de publier, c'est Thierry Renard, qui est un poète. Et les poètes acceptent de publier des textes qui ne sont pas forcément faciles et aussi qui parlent de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et les maisons d'édition ont dit, mais
enfin, le fil rouge de ce texte, c'est un Africain, c'est un Tchadien, est-ce que tu crois que ça va intéresser? Moi j'ai dit oui, et je le crois. Et le fait que ce soit un poète qui ait publié ce texte, je trouve que c'est une grande victoire. Ça veut dire que chacun d'entre nous, blanc, noir, tchadien, français, centrafricain, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, peut être touché par le parcours de cet homme magnifique. Et dans ce texte, je lui rends hommage, mais en posant des questions, si vous voulez. Je ne dis pas que c'était qu'un homme magnifique. Je me dis, qu'à un certain moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Il a été ministre dans un gouvernement qui ne lui convenait pas. Je pose toutes ces questions. J'ai rencontré énormément de Tchadiens qui ont voulu rester anonymes et qui m'ont parlé de lui quand il était jeune. Moi, je l'ai connu en 86, donc c'était déjà un homme mature. Mais j'ai beaucoup rencontré de gens qui l'ont connu à Orléans aussi quand il était étudiant. J'ai beaucoup rencontré de gens aussi qui l'ont connu à l'époque où il voulait prendre les armes avant qu'il ait décidé que ce n'était pas la solution. Donc il y a aussi la voix de tous ces gens qui ont voulu rester anonymes pour des tas de raisons. Certains parce qu'ils se sentent en danger. Et j'ai respecté ça. Et je les ai rencontrés dans un petit salon de thé à Paris qui s'appelle le salon de thé, qui s'appelle le Rose Thé, et qui est se poser. Et en fait, elle m'a dit, tu devrais sortir ton bouquin là, parce que dans le fond, ici, c'est aussi le Tchad. Et c'était beau, parce qu'ils m'ont confié des tas de choses, j'ai eu des tas de documents. Vraiment, ça a été un... Je crois que ça m'a transformé, ce texte m'a transformé. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que Imni, je suis sûre qu'il m'entend, entende que je l'aimais, que je l'estimais, que mon amitié était grande et que l'amitié que nous avons tous pour lui est profonde, et que j'ai écrit ce texte pour lui, pour ses fils, pour sa femme, pour qui j'ai une immense estime, et que si quelque part ça touche quelqu'un, et j'aurais rempli ma part d'amitié pour lui, et aussi peut-être réveiller chacun d'entre nous en disant, nous pouvons tous prendre la parole, nous pouvons tous être et faire et dire. Voilà. Et il y a une phrase que m'a dite Sadier, que j'ai mis en exergue parce que j'ai cassé la fin après avoir revu Sadier, qui est la femme d'Emile Omar et la maman d'Hicham et Mohamed. J'avais peur de blesser ses enfants en posant mes questions. J'avais peur de blesser Sadier en disant, mais tu sais, je dis mes doutes par rapport au cheminement d'Emile. Je dis tout ce que je pense. Est-ce que ça ne va pas te blesser? Je lui ai demandé, est-ce que ça ne va pas blesser ses enfants? Et elle m'a dit, mais de quoi as-tu peur? Alors elle m'a dit, il faut dire, c'est ce que tu fais faire, c'est ce que tu sais faire, fais-le. Et j'ai cassé la fin, je l'ai réécrite à partir d'elle, de ce magnifique visage de femme, d'une. Et l'autre phrase qui m'a complètement habitée tout le temps, c'est celle de mon père. Mon père était andalou et il avait un sens de l'honneur très développé, puisque la devise de ma famille, c'est mieux vaut mourir que faillir. Vous voyez, j'ai quand même des tas de choses sur le dos aussi. Et mon père me disait toujours, étant toute petite, dis et fais ce que tu dis. Alors ce texte, c'est ça. J'ai écrit ce que je sais faire, ce que je sais dire, et j'espère qu'il vous touchera, et surtout qu'il dira quelque chose de l'engagement, de nous, êtres humains, et d'Imni, cet homme magnifique. Vous avez des questions? Le responsable Afrique à la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je ne connaissais pas, moi, Imni. Malheureusement, j'ai fait sa connaissance le jour où il a disparu. En tant que défenseur des droits de l'homme, on a été alerté le jour même de la disparition des 3 personnes qui ont été arrêtées dans le même temps, 3 politiques. Et effectivement, dès le départ, il y a 6 ans maintenant, nous avons écrit aux autorités tchadiennes, européennes, françaises. Et maintenant, ça fait 6 ans, effectivement, qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice en faveur de la quête de vérité et de justice. Et il m'était très important et très indispensable pour moi d'être présent auprès de vous et auprès de la famille d'Ibni pour montrer tout le soutien de la CAT, mais de moi-même aussi en tant qu'être humain. C'est vrai que pour nous, Ibni symbolise également l'ensemble des victimes tchadiennes des disparitions forcées, parce qu'au Tchad, un certain nombre de personnes ont disparu et leurs noms sont méconnus, ils n'apparaissent pas dans les rapports, personne ne parle d'eux, et effectivement, Ibni permet, dans une certaine mesure, du fait de son aura, de l'effort très important de sa famille pour cette quête de vérité et de justice, d'incarner également un certain nombre de victimes.
Et c'est très important, quand on parle d'Ibni, également de parler des autres victimes. Et je pense qu'un jour, vérité et justice seront rendues. Effectivement, il faut être patient et c'est pour ça que c'est très important effectivement d'entourer la famille et de leur apporter toute l'aide que l'on peut faire. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de dire que la CAT est présente et sera toujours présente auprès de la famille pour cette quête de vérité et de justice. Et on espère véritablement que la procédure judiciaire en France aboutira sur des résultats probants, qu'il n'y a pas eu au Tchad, comme on pouvait s'en douter, avec le non-lieu. Mais bon, tout le monde ici savait que la procédure au Tchad aboutirait sur un non-lieu. Donc maintenant, nous attendons beaucoup de la justice française et nous serons très attentifs et qu'il n'y ait pas de brouillage politique ou autre sur cette affaire. Voilà, je vous remercie. Facilement, mais et en justice quand on est victime d'un acte de cette nature. C'est vrai que combattre un gouvernement, c'est pas facile. Un gouvernement contre comme le Tchad, c'est encore plus difficile. Vous savez tous ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé. Le Tchad est un allié du gouvernement français. Le gouvernement tchadien est un allié du gouvernement français, avec le Mali, avec tout ce qui se passe en Centrafrique. Ce n'est pas facile. Mais on a trouvé notre avocat a trouvé cette petite faille qui permet d'introduire une procédure en France, qui a été acceptée par le juge d'instruction. Le parquet a fait appel, mais son appel a été rejeté. Nous avons été entendus par les juges instructeurs. On leur a évoqué les faits, comme ils nous ont été transmis dès les premières heures de l'enlèvement, de l'arrestation de notre père. Maintenant, la procédure judiciaire est longue, hein, ça on le sait. On a patienté 6 ans. On est prêt à attendre plusieurs autres années s'il le faut. Et en espérant que la justice française fera son travail et que le gouvernement tchadien essaiera sûrement de mettre des bâtons dans les roues de ces juges-là, parce que forcément ils vont devoir aller sur place pour mener leur enquête, récupérer peut-être des copies des procès-verbaux qui sont au Tchad et qui, concernant la procédure qui a été lancée au Tchad par le Parti pour la liberté et le développement et qui a donné lieu à un non-lieu sur place, ce qui est quand même aberrant. Le gouvernement tchadien n'a toujours pas reconnu sa responsabilité. Idriss Déby n'a toujours pas reconnu sa responsabilité en tant que chef d'État. C'est affligeant, mais c'est normal. C'est difficile de reconnaître sa responsabilité pour un tel acte. Ça signerait son arrêt de mort, on va dire. Mais voilà, ici, la justice, on espère qu'elle fera son travail. Pour le moment, le travail est fait. On a été entendu, d'autres gens vont être entendus. Et on espère que cette enquête ira jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas de soubresaut ou de blocage de la part des autorités françaises, surtout, c'est ça qui nous importe, parce qu'on n'attend rien des autorités tchadiennes. Ça, c'est certain. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires ou des éclaircissements que vous voudriez avoir, je vous donne la parole. Dans une situation où la France est venue au secours de ce même système qui l'a séquestré. La France est juge et partie, pour moi. Elle ne fera aucun effort pour qu'il y ait la vérité éclate. Elle ne soutiendra personne qui veuille faire éclater la vérité. C'est mon sentiment profond. Alors, ma question est-ce qu'il n'y a pas une autre procédure au-dessus de la France à mener? Est-ce qu'il n'y a pas une autre route à prendre pour faire éclater la vérité? Merci. Voilà, moi je vais profiter.
avoir aussi le poids de vouloir faire le deuil, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. On était scotché hein, quand on a vu la projection, on était émus en même temps. Avant Ibn Omar, il y avait eu des Tchadiens que Déby a pris, tués, mais qui refusent de donner le corps à sa famille de faire leur deuil. Après Ibn Omar, on a vu un syndicaliste pouffer des rires. On l'a pris, on l'a torturé, il est mort en prison. Quand j'entends dire tout à l'heure, parce que je vois PLD, la devise du PLD c'est de travailler pour la justice. Est-ce que c'est parce que il y a cette interférence politique? C'est parce que il y a cet intérêt économique et géostratégique avec Déby? Est-ce que c'est parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le droit ou la justice c'est pour les plus forts? Les textes sont faits par les hommes. Est-ce que c'est à partir de là que nous allons nous taire? Vous me dites qu'on a le temps, on est jeune. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à la vitesse supérieure pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus de dégâts? Parce que c'était un feu avant. Aujourd'hui, c'est un incendie, on est en train de voir, ça vient de la République centrafricaine. Donc, pour vous dire, c'est pas parce que il y a ces choses-là qu'on ne peut pas forcer le destin parfois. Moi, je pense que c'est parce qu'on est indifférent. C'est parce qu'on accepte tout. Demain, ça peut être moi, ça peut être vous. Donc, je suis d'accord à ce qu'on essaye de... Il n'y a pas que ces gens qu'on a tués. Hein, il y a une tuerie des masses. La tuerie des Ningelim. La tuerie des 93 de nos frères Hadjaraï. Et ces choses-là, je pense que tout Tchadien le sait, le vit. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la salle, d'une manière ou d'une autre, peuvent vous dire « Je connais tel que Déby a tué ». Bon, c'est vrai, on a vu ceux qui ont fait la folie en Allemagne, les nazistes. Jusqu'à aujourd'hui, la justice a son temps. Mais quand même, les gens ont fait un travail, ils ont au moins tamponné l'incendie. On l'a éteint et on continue à faire le travail. Donc, moi, je pense que je ne partage pas cette idée de dire qu'on a le temps, parce que d'autres vont mourir aussi. Hein. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire. Est-ce qu'il ne serait pas possible? Parce que moi, je me rappelle, il y a presque 3 ans, j'ai expliqué à Mohamed Saleh, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller déposer une plainte? Ce que vous avez dit, ouais, c'est vrai, bon, le texte, tout ça, mais je me rappelle quand il y avait une fille palestinienne qui a eu un accident, je pense qu'il y a un comité de soutien qui est parti jusqu'à La Haye pour chercher à déposer une plainte. Donc, nous, les familles sont là, je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui, hein, que les gens peuvent dire, ouais, on peut se constituer plaignant, déposer une plainte contre Déby, connaissant le régime de Déby, qui est oppresseur. Et moi, je vous dis simplement qu'on essaie de changer de stratégie. Et nous qui sommes ici, si on n'est pas affectés, on ne serait pas dans cette salle. Et ce n'est pas parce que la France veut travailler avec Déby que nous accepterons que le nôtre soit tué pour une raison ou pour une autre. Et cet homme-là qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'il a dit, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Et c'est un visionnaire. Tout ce qu'il a dit, on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une perte que la France nous impose des voyous comme Déby et qu'on fait disparaître des gens qui sont valables, qui savent ce qu'ils font. Donc moi, je ne veux pas être long, mais je serai d'accord avec les autres qui disent qu'il faut se constituer en groupe, en masse, et il faut passer à la vitesse supérieure. Je vous remercie. D'ici quelque temps, nous allons nous restaurer et on reprendra dans l'après-midi. Mais je voulais réagir par rapport à l'intervention du camarade frère Abakar suite à l'intervention de Hicham. En fait, question de temps, oui, c'est vrai, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que là, le fait qu'on se rassemble, c'est pour Ibni, mais au-delà d'Ibni, c'est pour toutes les victimes. C'est-à-dire que l'assassinat d'Ibni, nous ne devons pas nous rendre complices de cet assassinat-là,
en nous taisant. C'est-à-dire que nous devons refuser cette seconde mort-là. D'ailleurs, le Cheikh Cheikh l'a très bien écrit dans son témoignage. C'est-à-dire que cette remarque, c'est le fait que cette date anniversaire, date de commémoration, est devenue un point de convergence de toutes les sensibilités. C'est-à-dire, ça montre qu'autour d'Ibni, autour de ses idées, de ses principes, il y a quelque chose qui existe, et au-delà de ça, son héritage politique que le gouvernement veut essayer de brouiller, au-delà de l'entrave à l'enquête et tout ça, nous devons, ça doit mobiliser les gens, ça doit servir de catalyseur, ça doit nous servir à nous unir autour de cet héritage-là, de ces principes et tout ça, pour pouvoir aussi aller au-delà de la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, elle est prioritaire et primordiale. C'est cela pour que nous, familles, nous puissions faire le travail de deuil. Il faut aussi que l'image d'Ibni soit réhabilitée dans ce cadre-là. Ibni qui ressemblait beaucoup à des gens comme Otel Bono, comme d'autres, et comme d'autres visionnaires et d'autres grands hommes africains et du monde. Nous devons nous battre pour que autour de cette question-là qui mobilise beaucoup, les Tchadiens puissent retrouver l'espoir, et pour qu'ils servent à un autre Tchad, un Tchad meilleur, à une alternative, toujours selon ses idées, et à travers la lutte qu'il a menée, je pense que ça peut servir aux Tchadiens de se retrouver autour d'une cause aussi juste que celle-là, pour pouvoir préparer aussi la transition démocratique, l'alternance, etc. Donc je ne vais pas être très long, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons être dans l'inertie et tout ça, et je pense que les femmes aussi, en parlant du temps, c'est par rapport à la lenteur de la justice. Mais nous devons, au-delà de cela, avoir une autre approche et tout ça, et voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. La recherche de la vérité sur l'affaire, en particulier devant le judiciaire. Donc je propose qu'on continue dans la foulée, peut-être après le déjeuner, qu'on parle du livre de Chantal Portillo. Peut-être entre-temps, s'il y a des exemplaires, on aura le temps de peut-être les feuilleter ou peut-être en acquérir si c'est prévu. Et je propose aussi que, donc, à la reprise, à défaut, qu'on nous en lise quelques bonnes feuilles, quoi. Concernant la situation qui nous réunit aujourd'hui, Hicham a dit quelque chose de très important, c'est que la grosse difficulté ici, c'est parce qu'il s'agit du Tchad. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais la question de la relation entre le Tchad et la France, surtout la relation militaire, c'est quelque chose vraiment qui demande peut-être un séminaire là-dessus. Le Tchad est très particulier. Il y a des gens certains frères ont dit que la justice française ne fera jamais rien. C'est pas vrai, il y a des précédents. L'affaire Ben Barka, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés quand Ben Barka a été enlevé en 1965. Moi, personnellement, j'étais au collège. Mais le Maroc, c'était un des gros alliés de la France, d'une importance beaucoup plus grande que celle du Tchad. Le général de Gaulle, à l'époque, a piqué une colère. Il n'a jamais voulu recevoir le roi Hassan II. Il a fait juger des agents des services de renseignement français. Il a fait condamner par la justice française le ministre de la Justice ou de l'Intérieur, je ne sais plus, de Hassan II, le général Oufti, un an après. Et on a eu le cas au Togo, où le régime des Adema a été couvert par la France. Quand ils ont réprimé les gens de sécularistes olympiaux, la France a mobilisé l'Union européenne pour qu'on coupe les aides au général Adema pendant un certain temps. Je peux citer beaucoup de cas comme ça où des pays amis, considérés comme amis de la France, quand ils déconnent, excusez-moi le mot, on prend des sanctions, on se mobilise, même des gouvernements de droite, pas forcément de gauche. Alors que pour le cas du Tchad, c'est extrêmement mystérieux. Alors la particularité du Tchad, c'est qu'à l'indépendance, quand le Tchad est devenu indépendant, il y a eu un accord avec la France, non seulement pour qu'il y ait une base militaire, mais pour que tout le BET, sous le régime indépendant du Tchad, reste sous administration militaire française, jusqu'en 1965.
Ça n'est jamais vu, ça s'est jamais vu ailleurs. Même pendant la France-Afrique, c'est vrai, la France-Afrique, c'est le combinat, mais les coups d'État, des choses comme ça. Mais on n'a jamais vu, comme ça a été le cas au Tchad en 90, à l'arrivée d'Idriss Déby, des agents français qui accompagnent un groupe de guérillas, dirigé par Paul Fombol, du Soudan, qui font venir des armes de la Libye, du Soudan, et avec des conseillers français, qui accompagnent les troupes des rebelles, comme on dirait maintenant, jusqu'à prendre le pouvoir, donc sous la présence d'Idriss Déby, et le chef se trouve conseiller à la sécurité à la présidence. Donc le Tchad est très 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 particulier de ce point de vue-là, et je crois qu'il faut qu'on en discute plus profondément, pas pour le plaisir intellectuel, mais pour faire pression, parce que les socialistes sont au pouvoir. Mais la différence entre les socialistes et la droite, parce qu'il y a une différence quand même, c'est que la droite, la base électorale est indifférente au problème de l'Afrique et au problème des droits de l'homme. Alors que la base électorale de gauche est très sensible à cette question-là. Donc je pense qu'une mobilisation au niveau de l'opinion française et de la base naturelle électorale du Parti socialiste peut amener le Parti socialiste à se démarquer du gouvernement sur cette question, et Hollande et le gouvernement sera obligé de composer avec cela. Il y a une possibilité du fait de cette différence de sensibilité gauche-droite. Donc la partie n'est pas tout à fait perdue. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Merci.